Désiré. Merci. Bonjour à tous. J'ai envie de dire, la trame de cette session-là était un peu compliquée à bâtir, pour une raison simple, c'est que ça traite de deux sujets complètement, je ne vais pas dire antinomiques, mais complètement différents. Le mainframe d'un côté et le monde open par opposition au mainframe de l'autre. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui savent causer aux deux mondes. Et donc, on va commencer peut-être par présenter tout à l'heure ce que c'est que le mainframe, pour ceux qui le connaissent déjà, mais à culpa, mais il faut que tout le monde comprenne ce qui se passe dans cette session. Je suis Désiré Atanga, je suis architecte et j'ai travaillé jusque-là essentiellement sur des sujets d'architecture à la fois mainframe et open. Donc, je parle un peu des deux mondes. La citation qui est là est attribuée à tort à Ludovic Cinquin. Je dis à tort parce que je n'ai pas pu retrouver de qui provient cette citation-là. Mais une des premières personnes à m'en avoir parlé chez Octo, c'était Ludovic Cinquin. C'est pour ça que je lui attribue j'ai envie de dire la paternité en fait de ce slide-là. Le leitmotiv en fait d'un SI, il est tout simple, c'est faire plus vite et moins cher dans la durée. Si vous dites aujourd'hui que vous avez un mainframe et que, parce qu'il est fortement sollicité, et parce que le coût du mainframe ou le coût des applications qui tournent dessus, plus l'infrastructure, la boîte, ces coûts-là ont explosé et que ça ne vous fait pas changer de stratégie, c'est que vous êtes archi-milliardaire et surtout, vous ne répondez plus en fait à cette problématique-là qu'un SI doit faire plus vite et moins cher dans la durée. J'insiste sur le moins cher dans la durée, c'est-à-dire que les choix tactiques sur la trajectoire pour viser une cible, en fait, ne sont pas forcément moins coûteuses que le statu quo. Il faut parfois bouger, payer un peu plus cher pour que, à terme, vous ayez des bénéfices en termes de ROI, à la fois métier et surtout aussi en termes de coût d'investissement maîtrisé. J'en parle aussi parce que, certes, là c'est une session d'architecture, mais c'est aussi un problème de modèle économique. Si vous investissez et qu'il n'y a pas un retour, je pense que vous faites banqueroute, vous faites faillite. L'idéal, c'est que, avec la venue du digital qui apporte une pression supplémentaire au SI, vous puissiez faire face sans exploser votre portefeuille, sans exploser la tirelire. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi un mainframe? On va dire là, source IBM, c'est un serveur d'une marque propriétaire, c'est un serveur d'une marque IBM. Les premiers modèles, on va les retrouver là, c'est, on va dire, début des années 50, 52 par là. Et aujourd'hui, je pense que ça, c'est une photo d'un Z14, donc plutôt modèle récent et modèle très vieux. Est-ce que le mainframe en lui-même a su se rénover? La question ne se pose pas. Oui, le mainframe a su se rénover. Mais par contre, si on se pose la question, pourquoi, quand on regarde aujourd'hui, une nouvelle banque, pour parler de cette partie-là, je sépare les banques parce que ça fait un peu plus de 15 ans que je ne travaille que dans le secteur des banques et assurances. Rassurez-vous, les exemples que je vais prendre marchent aussi dans d'autres secteurs. Si vous êtes dans l'automobile, ces mêmes exemples-là pourront marcher. Pourquoi on a pris le mainframe? On a pris le mainframe pour trois principales raisons. Si on se positionne aux années 60, on se rend compte qu'à ce moment-là, la performance ou la puissance qu'on va avoir sur les serveur, même à la maison, le serveur qu'on va avoir à la maison, il est très puissant, il n'a rien à voir avec celui qu'on avait dans les années 60. Pour pouvoir absorber les charges, la capacité de traitement qui était nécessaire, par exemple, deux cas, Caterpillar et la NASA, il fallait des boîtes conséquentes, de serveurs conséquents pour pouvoir absorber cette charge-là. Un autre élément qui s'ajoute, c'est la disponibilité des applications. En plus de la sécurité. Quand on est dans le monde open, on a plein de serveurs, Windows, Linux et tout ce que vous voulez.
Vous accédez à votre site Internet. Ce qui se passe, c'est que votre site Internet va se connecter à un annuaire. Il va se connecter à un annuaire et puis l'annuaire va lui dire oui, il prétend être celui qu'il est. Et ensuite, votre application va se dérouler pour traiter le service qu'il produit, oui. Dans le cas d'un mainframe, lorsque vous accédez à un mainframe, c'est dans la même boîte en fait que vous avez toutes vos applications. Donc la notion de sécurité est beaucoup plus mise en avant et mieux appliquée parce que c'est la même boîte que dans le monde open. Donc c'est pour des raisons de sécurité aussi qu'on a déployé des applications dessus. Maintenant qu'on a dit ça, il y a aussi des non-vérités qu'on va retrouver sur le mainframe. En général, quand on discute avec les gens du mainframe, il y a des choses qui reviennent chaque fois. Les applications du mainframe ne tombent jamais. C'est faux. Il y a des abunds sur les mainframes. Travailler avec un mainframe est synonyme de COBOL et assembler. Ça aussi, c'est faux. Si on prend le Z14 qu'on a montré tout à l'heure, il y a une chose dessus, c'est qu'il y a des partitions en fait Linux. On a du Z Linux, vous êtes capable de le faire. Et surtout, pour ceux qui font du Java, il y a du Java aussi sur le mainframe. Donc, dans la session, on est en train de dire qu'il y a toutes ces choses-là, mais malgré ça, on va le voir tout à l'heure, ce n'est pas pour autant que ce que je vais vous proposer sera déployé sur le mainframe. Restez sur le mainframe si cela vous convient, mais par contre, il faut que ce soit un arbitrage juste. Un arbitrage juste par rapport aux besoins ou à la pression supplémentaire que va exercer le digital sur votre entreprise. Sur le mainframe, il y a quelque chose de, on va dire, qui prédate un peu le cloud. C'est pay as you go. Vous avez une boîte chez vous. Les boîtes qu'on a montrées là font plus de 2 mètres. Si vous habitez Paris, ne rêvez pas d'avoir un mainframe dans votre salon. Le plancher va exploser. Donc, il y a un truc dessus, c'est qu'il y a un paiement à la consommation. Quand on dit le paiement à la consommation, c'est qu'on va monitorer en fait la consommation CPU. Il y en a plusieurs, mais on va faire la somme. On va monitorer la consommation CPU et on va s'appuyer dessus pour définir un indicateur qu'on appelle le R4HA, Rolling 4 Hours Average. C'est la moyenne glissante de 4 heures dans le mois. C'est la moyenne la plus haute. Et on va s'appuyer dessus pour faire de la facturation. Donc, si on remonte à, on va dire, soyons fous, début des années 2000, pour faire un virement, vous vous pointiez à un guichet et vous faisiez votre virement. Votre conseiller en clientèle se connectait à la transaction qui fait bien et effectuait votre virement. Il y a à cela quelque chose, c'est que quand on vous dirait votre virement est effectif, votre virement était effectivement exécuté. Avec la transition Internet, il y a commencé à avoir un glissement. On dit, on va avoir chacun un portail en fait, un portail bancaire sur lequel les usagers vont pouvoir eux-mêmes effectuer les opérations. Donc, il y a un glissement là on prend le pouvoir des conseillers en clientèle et on le donne aux clients. Je reviens à cet exemple-là pour une chose essentielle. À cette époque-là, on ne parlait pas de digital. Aujourd'hui, on en parle. La différence, c'est que aujourd'hui, il y a plus de pression sur le SI que dans les époques 2000. Donc, les solutions que vous avez mises en œuvre pour répondre au passage Internet pourront rester les mêmes. On va dire pourront parce qu'on va voir la différence tout à l'heure. Toujours est-il que ce R4HA là, puisque quand vous avez un mainframe, ça veut dire que la facture à la fin du mois ou à la fin d'année, elle est quand même d'un niveau que les gens du monde open n'ont pas l'habitude de voir. Ce qu'on dit aussi, c'est que pour pouvoir baisser la facture du mainframe, on a fait plusieurs choses. On a optimisé le plan de production, c'est-à-dire qu'on s'est assuré que cette moyenne, ce R4H là, il est très proche de la moyenne de la consommation de CPU. C'est à ce moment-là que vous, on va dire, vous optimisez au maximum les ressources de votre matériel. Quand vous avez donc un plan de prod qui est celui-là, je prends mon smartphone depuis mon salon à 20 h, au moment où vous êtes en train d'exécuter des choses sur votre mainframe, tout le plan batch de soir. Je me connecte et qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir la synthèse de mon patrimoine dans la banque. Donc, vous mettez à mal ce modèle-là. Qu'est-ce que fait le mainframe aujourd'hui dans nos SI? Il fait essentiellement deux choses. Des applications cœur de métier,
Si vous êtes un banquier, en général, on retrouve le core banking là-dedans. Si vous êtes un assureur, tout ce qui est PMS, produit de gestion de contrat en fait, on va dire, logiciel de gestion de contrat. Et aussi des applications qui sont critiques d'un point de vue contrainte de robustesse. Je vais reprendre un exemple de la NASA dont le cœur de métier n'était pas de faire de la gestion de l'approvisionnement, mais plutôt de lancer des choses dans les étoiles. Ils avaient un mainframe dans les années 60 justement pour gérer tout ce qui était approvisionnement et de gérer tous les fournisseurs. Donc, ce n'était pas leur cœur de métier. Donc, lorsqu'on a des problèmes de robustesse et de performance, on en avait besoin. Donc, c'est donc dire que depuis les années 60, il y a beaucoup de nos SI qui ne se sont pas débarrassés de leur mainframe. Ce n'est pas un objectif en soi. Ça marche bien, ça répond aux enjeux métiers. Alors, qu'est-ce qui cloche avec le digital? On a commencé à dire là tout à l'heure qu'il y a un problème sur les contraintes d'exploitation. Depuis mon salon à 20h, je fais des choses. Des choses qui font que ça va perturber la prédictibilité de la consommation de la CPU. Prédictibilité de la consommation CPU, forcément, quelque part, le coût total de possession de mon mainframe. Il y a autre chose qui s'ajoute à ça, c'est que quand on regarde, on a parlé tout à l'heure de développement, quand on regarde les cycles de vie de développement qu'on va retrouver sur le mainframe, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va retrouver dans le monde open. Un exemple, il y a encore quelques années, un développement dans le monde open prenait du temps. Quand je dis prenait du temps, il y avait des phases de qualification qui duraient 1 an, des phases de qualification qui parfois duraient 18 mois. Ce n'est plus concevable aujourd'hui. Avec la digitalisation, c'est carrément un suicide de rester sur ce mode-là. Donc, on a un souci aussi sur, on va dire, l'impédance entre les développements rapides qu'impose le monde digital et celui qu'on va retrouver, les pratiques de développement qu'on va retrouver sur le mainframe. Tout ce qui est plateforme d'intégration continue, on va difficilement le retrouver dans le mainframe. Là, les environnements à mettre à disposition, à disponibilité des développeurs, ce n'est pas toujours ce qu'on va retrouver le plus sur le mainframe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on jette notre mainframe? La réponse est plutôt non. On va cohabiter. Je vous rassure, on ne va pas dissoudre l'Assemblée. La cohabitation, ça impose donc ce qui était déjà fait avec la migration sur Internet. La migration sur Internet a forcé un peu nos SI à produire, à proposer des solutions qui vont dans ce sens-là. Donc, ce qu'on dit, c'est que cette cohabitation-là va devoir permettre de répondre à tous les enjeux du digital en conservant le cœur métier ou les fonctions critiques sur le mainframe, mais de manière intelligente et de manière à maîtriser le coût total de possession de ce mainframe-là. Donc, par rapport à cette contrainte de cohabitation, parce qu'il n'y a pas le choix, ceux qui ont essayé de sortir du mainframe comme ça en claquant des doigts, ils en ont eu pour plus de 15 ans. Je pense qu'on peut le citer, Amadeus, et ils sont plutôt bons, les gens d'Amadeus qui ont pu faire ce portage-là. Donc si vous avez votre core banking qui tourne sur le mainframe, on ne vous dira jamais sortez de là en courant, ce n'est pas possible. C'est restez-y, mais maintenant proposez des solutions qui permettent de satisfaire les deux besoins. Celui de la gestion des affaires courantes, parce qu'il faut que le métier continue de tourner sur le mainframe, et répondre aux enjeux de la digitalisation. Le premier pas vers cette cohabitation-là, pour pouvoir étudier la facture du mainframe et permettre que moi, de mon salon à 20h ou à 1h du matin, soyons fous à 4h du matin, je puisse accéder à mes données, c'est de les externaliser. Alors, il y a deux choses. Ceux qui ont un existant qui date d'il y a 30 ans, ils savent que DB2 n'est pas la base de données utilisée. Pour ceux qui ne savent pas, DB2, c'est une base de données relationnelle. Vous voyez MySQL, c'est la même chose, c'est le même combat. Donc, ce qu'on dit, c'est que la plupart des applications qu'on va avoir sur le mainframe ne tournent pas dessus. Il y a d'autres modèles. Il y a VESAM, qui est en raccourci un séquentiel indexé. Il y a d'autres moteurs de données qui existent là-dessus. Mais le cas le plus facile, c'est celui DB2. C'est celui qu'on va retrouver la plupart du temps. Dans ces cas-là, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser ce que vous faites déjà la plupart du temps, des outils de Data Change Capture. Pour citer un exemple
Oracle Gateway, c'en est un. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand il se passe des choses sur le mainframe, on récupère ces données-là, on les publie vers l'extérieur, sans se poser des questions, et on les republie dans une autre base de données. Et à partir de là, on a des applications qui vont pouvoir s'interfacer à cette base-là pour pouvoir proposer des solutions. Un exemple, je veux voir le solde de mon compte. Est-ce que j'ai besoin réellement de le voir en temps réel? Je ne pense pas. J'ai besoin d'avoir une vision 360. Est-ce que j'ai besoin d'avoir cette vision 360 là en temps réel? La réponse paraît plus mitigée. Dans certains cas, il y a des acteurs qui disent oui, il faut que je l'ai en temps réel, et d'autres non. Mais ce qu'on dit, c'est que la poussée des données, elle est plutôt du mainframe vers l'extérieur. J'assume le fait que quand je dis ça, je dis aussi que il ne faut pas aller jardiner chez le voisin. C'est-à-dire que votre solution à l'extérieur, que vous pouvez baptiser comme vous voulez, API ou je ne sais pas trop, plateforme omnicanal, ne doit pas aller taper dans le mainframe. Si vous allez taper systématiquement dans la base de données du mainframe, vous n'êtes plus capable de prédire la consommation CPU, les contraintes d'exploitation quand vous voulez fermer votre base parce que vous faites des actions dessus. Et DB2, par défaut, pour ceux qui le savent, le verrou, c'est sur une page. Si vous avez des accès qui viennent perturber le fonctionnement de vos batchs, ce n'est pas une bonne histoire. Les bénéfices, quand on a ce genre d'architecture, c'est que pour tout ce qui est en lecture seule, vous avez les fonctionnalités qui marchent. Les fonctionnalités sont disponibles simplement. Le gros désavantage de cette solution-là, c'est que là, on a défini un contrat d'interface entre les applications APP1 et APPN directement sur les tables. Les vues ou les tables, c'est comme vous voulez, mais c'est le même combat. Donc, on va dire que c'est une première étape vers quelque chose qui nous a permis de pouvoir faire le anytime, le anywhere de ce qu'on va retrouver dans le digital. Et surtout, ça va nous permettre de continuer de exécuter les batchs de clôture journalière ou clôture mensuelle sur le mainframe. Les limitations, quand on a défini ça, on en a 4 là. Il y a le contrat de service entre les applications et la base de données, qui est base de données DB2 Open. C'est sur les tables et c'est sur les vues. C'est une mauvaise histoire. Le deuxième point, c'est que il y a plein d'applications qui vont stocker leurs données dans des fichiers, VESAM ou pas, séquentiel indexé ou pas. Tout ce qui est absent de DB2 ne va pas figurer dans cette base-là. Le troisième élément, c'est le fait que possiblement il y a une désynchronisation. Si vous voulez avoir des données temps réel qui figurent sur le mainframe, en temps réel à l'extérieur de votre mainframe, on ne va pas pouvoir le faire. Et le quatrième sujet, c'est que là, on n'a pas répondu à la problématique de omnicanalité. Pourquoi? Parce que j'aimerais démarrer une action. Je fais un virement, je dis n'importe quoi, je fais un virement sur mon smartphone, et puis je vais consulter Internet pour voir le statut d'exécution de mon virement. Je parle du statut d'exécution, qui n'est pas forcément une notion qui existe sur les virements. Lorsqu'on a effectué ce passage-là, on va compléter les données DB2 qui sont déjà à l'extérieur par quelque chose d'autre. On va mettre, là c'est marqué MQ-Series, mais si vous faites du fichier et que ça convient à votre besoin, ça marche tout aussi bien. Donc ce qu'on dit, c'est que toutes les applications qui font du stockage VESAM, DL1 et tout ce que vous avez hors DB2, il va falloir modifier ces applications-là pour faire une chose essentielle, c'est que chaque fois que le statut d'un objet qui est géré dans ces applications-là change, vous publiez un événement, un creux, un compte rendu d'événement, ou tout simplement un événement, un message, comme on va le voir sur MQ-Series. MQ-Series, ou je ne sais pas quel nom, ça change tous les 6 mois, mais c'est le même. Ce qu'on dit donc, c'est que la publication d'un compte rendu d'événement qui passe par MQ-Series, il va être capté par notre puits de données. Pour le moment, on l'appelle puits de données. Et ce que ce puits de données va faire, c'est récupérer ces événements-là et les stocker dans la même base. Maintenant qu'on a le scope complet des informations, des données qui figurent dans ce puits-là,
il va nous manquer un élément. C'est la partie, tout ce qui va être nomenclature. Est-ce que j'ai besoin d'un moteur pour interpréter la donnée que j'ai récupérée de DB2? Possiblement. Un exemple, c'est dans le cas de la civilité, monsieur, madame, mademoiselle, vous avez possiblement 0, 1, 2 ou X, F et M pour parler autre chose. Il va falloir normaliser ça, ces informations-là, pour les rendre en fait compréhensibles au reste du SI. Ce n'est pas marqué là, mais ça fait partie des choses qu'il faut faire sur ce puits de données. Qu'est-ce qu'on a donc comme limitation qui nous reste? Le contrôle des services qui reste sur les tables et les vues. La possibilité de désynchronisation des données et la partie omnicanalité qu'on n'a toujours pas traitée. On passe à l'étape, entre guillemets, la plus facile. On a parlé, durant quasiment toutes les sessions, on a parlé d'API, on ne va pas revenir dessus. C'est juste de dire qu'on fait porter le contrat ou l'engagement de service du puits de données des tables et les vues vers une API, vers des services. Pourquoi? Pour une raison essentielle. Si on conserve un contrat de service sur les tables et les vues, vous n'allez plus pouvoir modifier ces vues-là. L'engagement de service est celui-là. Je reste fanatique de la vision où, dans ce puits de données-là, on ne gère pas des versions des données. C'est sur les services, sur la partie API, qu'on peut avoir plusieurs versions de services. Je m'explique. Si on a une donnée A à laquelle on a ajouté une autre donnée, on va dire un attribut qui est essentiel, je ne vais pas dire je gère deux types de données, non, je vais gérer la même donnée, probablement complétée, et par contre les services, je vais possiblement avoir deux services différents, un en V1 et l'autre en V2. Si on regarde où est-ce qu'on en est au niveau des limitations, on se rend compte qu'on a fait sauter ce coup-là, le contrat de service, sur les tables et les vues. L'étape qui suit, maintenant qu'on a là un gros entrepôt de données au centre, c'est un problème de gouvernance. On a les données à l'échelle du SI qui se retrouvent dans un entrepôt. Il faut décider a priori, et pas quand le problème se pose. On va toujours entendre dire « ouais, cela n'arrive jamais dans notre SI », mais si, ça arrive et vous nous appelez. La dernière mise à jour écrase les autres, ça c'est une mauvaise idée. Donc ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut prévoir en amont les règles saines de vie et de partage des données qui se retrouvent dans cet entrepôt-là. Est-ce que cet entrepôt-là a le droit de publier les données dont elle n'est pas maître? Si vous le décidez, c'est votre choix. Mais il ne faut pas que ce soit un choix subi, il faut que ce soit un choix voulu. Est-ce que dans cet entrepôt de données-là, vous gérez, in fine, même si je n'aime pas, les versions de données? C'est votre choix. Est-ce que vous normalisez des données là-dedans? C'est à vous de décider, c'est à vous de statuer. Maintenant, ce n'est pas une problématique technique, c'est une problématique métier aussi. Pour revenir à notre exemple du virement, j'exécute le virement. Est-ce que j'ai besoin, via la plateforme Internet, de vérifier le solde de mon compte? Si le métier décide que l'acceptation de la demande de virement passe par une validation que j'ai un compte suffisamment provisionné pour l'effectuer, il faut que l'IT réponde à ce besoin métier. Ce n'est pas qu'un problème technique. Ce n'est pas parce qu'on veut réduire la facture du mainframe que ce n'est qu'un problème technique. C'est aussi un problème métier, parce que la sémantique même des services qu'on propose ou les services qu'on expose, elle change. Exécution d'un virement et demande d'exécution d'un virement, ce n'est pas tout à fait le même concept. Le dernier problème qui nous reste, et c'est le plus important, c'est pas de réponse aux problématiques liées au digital, aux autres problématiques, notamment l'omnicanalité. On entend quelquefois chez nos clients un concept un peu flou, je n'ai toujours pas sûr que ce qu'on y met, c'est on a là une donnée omnicanale. J'ai toujours pas compris. Et surtout, les données qu'on va retrouver dans cet entrepôt-là sont les points de vérité. Non, ce n'est pas des points de vérité. Le point de vérité, c'est la source même, c'est l'application source qui gère cette donnée-là. Vous ne pouvez pas dire qu'un réplica est un point de vérité, ce n'est pas vrai. Donc ce qu'on va faire, et vous allez me dire, ouais, on l'a fait depuis, on ne vous a pas attendu pour le faire. C'est vrai, vous ne nous avez pas attendu pour le faire. Un découpage, on fait du SI pour adopter un modèle
production, distribution. Ce modèle-là, on le retrouve plus familièrement en banque. Mais dès qu'on a dit production, distribution, tout le monde y met ce qu'il veut. Tout le monde y met ce qu'il veut, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on met le mainframe dans la partie production là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver ou on ne peut pas trouver les éléments de la distribution sur le mainframe. Ce n'est pas ça le message. Ce que je dis, c'est que si on se focalise sur ce qu'on a dit tout à l'heure, principalement ou à 90%, c'est le cœur métier, on est plutôt dans la partie usine. On va supposer que là, c'est la partie usine et la partie distribution, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt la partie front. C'est la partie distribution, c'est les canaux, les différents canaux auxquels on va pouvoir accéder. Parce que si on dit le digital, ça veut aussi dire probablement IoT, Big Data et tout ce que vous voulez. Donc les différents canaux qui vont pouvoir accéder, encore que Big Data qui accède là, c'est une mauvaise idée, mais les différents canaux, la tablette, le mobile, l'IoT, tout ça va pouvoir accéder. OK, ça c'est la partie, on va dire, distribution. Ce qu'on dit, c'est que pour que je puisse démarrer une action sur un canal et le compléter sur un autre canal, il faut bien que toute la partie distribution puisse accéder en fait au même service. Accéder au même service, ça veut dire que sur la partie qui sépare la production de la distribution, on va définir en fait un contrat d'interface entre les deux. C'est l'API, c'est l'engagement de service entre la partie production et la partie distribution. Et c'est là que la douleur commence la plupart du temps dans vos SI. Ce n'est pas toujours bien implémenté. À cela s'ajoute un autre point qui est sur la production, on va retrouver des éléments. Un exemple, c'est le tarificateur. Je vous ai dit, je n'ai fait que la banque pratiquement chez Octo, en bientôt 18 ans. Vous avez un simulateur de crédit. Simulateur de crédit qui va avec un certain nombre de choses. Vous avez fait la simulation de crédit et vous mettez votre produit en gestion sur cette plateforme-là, sur le mainframe et l'application de crédit. Et là, vous dites, ouais, mais moi j'ai besoin d'un tarificateur en fait côté distribution. Si vous avez un deuxième tarificateur que vous implémentez côté distribution, ça vous en fait de double maintenance et tout ça. Et l'autre problème, c'est que la mise en gestion, elle va être compliquée derrière. Donc, trouver des solutions pour pouvoir avoir quelque chose qui est omnicanal n'est pas qu'un problème de l'IT. C'est dommage que le métier ne veuille pas s'en mêler pour pouvoir proposer des solutions pérennes. Mais l'idée dans ce contexte-là, c'est que si vous avez dans cette solution-là découpé votre modèle proprement et qu'il n'y a pas de duplicat au niveau des services, vous êtes capable de dire que l'entrepôt de données qui est plutôt côté production et pas comme on le voit la plupart du temps côté distribution, il va être accessible, mais pas directement, mais via une interface de service. Quand on met API entre la production et la distribution, ça ne veut pas aussi dire que vos partenaires vont accéder directement à cette API-là. API-là, voyez-y un contrat de service entre la production et la distribution. Dès que vous avez ça, vous avez vos processus interruptibles et omnicanaux. La suite, dans la limitation, il n'y en a plus, on a levé, puisque là, on a des données qui sont extraites. Sur la partie, la construction des services que vous avez faite au-dessus, le pattern se rapproche quelque peu de ce qu'on va parler de CQRS, parce qu'au niveau de la lecture, côté distribution, vous passez par le SAS de données que vous avez mis à l'extérieur, et sur la mise à jour, vous utilisez les fonctions que vous avez commencé à utiliser depuis les années 2000 pour accéder aux transactions CICS et IMS sur le mainframe. Pour résumer, le statu quo n'est pas du tout autorisé. Il n'y a pas de solution générique. Si vous regardez ce qui se passe chez le voisin, ce n'est pas forcément la bonne solution de la reproduire chez vous. Il n'y a pas de Big Bang. Dans l'ordre, on dit, sur la partie statu quo, c'est bouger. Investissez, parce que si vous ne mettez pas, vos applications qui ne savent pas traiter les données sur DB2, si vous ne les modifiez pas, si vous ne les adaptez pas, vous n'aurez pas ces données-là. Vous allez être obligé d'accéder via des transactions à votre mainframe, vous y perdez en coût, vous y perdez en robustesse, vous y perdez en contrat d'exploitation. Sur la partie solution générique, j'ai envie de dire recruter ou
En général, ce n'est même pas un problème de recrutement. Les gens qui savent, qui sont compétents, ils sont chez vous, mais vous les affectez à des tâches que vous estimez beaucoup plus nobles que cette partie-là. Embarquer le métier et l'IT pour répondre à ces problématiques-là. Parce que vu du métier, les services ne changent pas. Ce n'est qu'une problématique technique. Si ça ne change pas, pourquoi on me demande de bouger? C'est pareil, si on est en train de dire on change la sémantique de vos services, je suis désolé, ça vous concerne au premier chef. Et pas de Big Bang, externaliser les données. Première étape, rationaliser votre SI en suivant le principe de production-distribution. Et j'ai envie de rajouter, testez, plantez-vous et ajustez. Je vous remercie.